Ses cris étaient étouffés par le bruit sourd du fer frappant la pierre. Son corps, lacéré par les fouets, s'agitait mollement, comme s'il n'appartenait plus à un être vivant. Ça sentait le sang chaud, la sueur aigre et la chaux humide dont les murs de la cave avaient été enduits. La religieuse, les yeux bandés et la robe déchirée, tenait à peine sur ses genoux, tandis qu'une silhouette massive, vêtue d'une cape noire, se penchait sur elle. À cette heure-là, personne ne prenait de notes dans les livres du monastère. Les salles secrètes destinées à l'expiation de la chair n'existaient pas officiellement. Mais ceux qui avaient déjà entendu ces bruits savaient qu'ils ne provenaient pas de prières. Le monastère de Sainte-Bénédicte était situé à l'écart de la route principale, dans les contreforts humides et brumeux. Son haut mur semblait muet et inaccessible, mais derrière lui se cachait un réseau complexe de couloirs, d'escaliers et de pièces secrètes auxquelles même certains habitants n'avaient pas accès. Là, dans les voûtes inférieures, se déroulaient des rituels dont on ne parlait pas dans les confessionnaux. Les sœurs aînées les appelaient « services de purification ». En réalité, il s'agissait de punitions accompagnées d'humiliations et de tortures physiques, soumises uniquement aux règles internes de l'abbesse et de ses assistants de confiance. L'abbesse Agnès, une femme déjà âgée, mais toujours droite et au regard froid, dirigeait le couvent depuis près de 30 ans. Elle savait maintenir l'équilibre entre l'évêque, qui voyait dans le couvent une source de revenus, et les fonctionnaires royaux, qui veillaient à ce que les terres du couvent restent entre de bonnes mains. Elle était connue pour sa sévérité envers les transgressives, mais les rumeurs sur ses méthodes restaient confinées à l'intérieur des murs. Au cours des derniers mois, son état s'est détérioré. Selon le médecin du monastère, ses jambes étaient couvertes de plaies d'où suintait un liquide trouble à l'odeur âcre. À l'époque, on considérait que c'était un signe de putréfaction du sang. Et le seul remède était des saignées fréquentes, qui ne faisaient toutefois que l'affaiblir. Les premiers signes de la maladie sont apparus au printemps. L'abbesse se plaignait de froid dans les membres, de douleurs abdominales et de fièvre nocturne. Elle s'enfermait de plus en plus souvent dans sa cellule, où elle ne recevait que sa servante personnelle, une femme silencieuse issue de la paysannerie et le médecin du couvent. Les autres sœurs remarquèrent que sa voix était devenue rauque et que sa peau était grise et flasque. Dans les notes de sœur Mathilde, retrouvées des années plus tard, il est mentionné que dans la cellule de l'abbesse régnait une odeur semblable à celle des cryptes abandonnées, et les bougies fumaient comme si elles manquaient d'air. Parallèlement, la tension montait dans le couvent. Les jeunes religieuses chuchotaient au sujet des disparitions étranges de leurs sœurs qui étaient envoyées en purification. Celles qui revenaient étaient méconnaissables. Elles étaient épuisées, couvertes d'échymoses et d'écorchures, et ne parlaient presque plus. Plusieurs jeunes filles sont mortes dans la semaine qui a suivi ces punitions. Dans un rapport adressé à l'évêque, le prêtre local mentionne prudemment que, dans l'enceinte du couvent, il règne des pratiques qui ressemblent davantage à des sacrifices païens qu'à des pénitences. D'après les informations disponibles, cette lettre est restée sans réponse. L'abbesse elle-même, même clouée au lit, continuait à diriger les punitions. Les serviteurs racontaient qu'elle exigeait que les délinquantes lui soient amenées directement dans ses appartements où elle les interrogeait personnellement et décidait de la sévérité des tortures. Ses mains tremblaient, mais son regard restait perçant. Le médecin lui prescrivait des teintures d'opium pour soulager la douleur, mais celle-ci lui troublait l'esprit. Dans cet état, selon l'une des servantes, elle pouvait passer des heures à murmurer des prières entrecoupées de phrases étranges, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'invisible.
Pendant ce temps, la situation politique autour du couvent s'envenimait. Le trésor royal était en déficit, et les terres du couvent devenaient une cible de plus en plus attrayante pour les autorités laïques. L'évêque, qui connaissait les pratiques secrètes de l'abbesse, tardait à intervenir, craignant de perdre les riches offrandes que lui remettait chaque année la noblesse. Mais à la cour, la question du remplacement de la supérieure par une personne plus docile était de plus en plus souvent évoquée. À l'automne, l'état d'Agnès devint critique. Les ulcères sur ses jambes s'aggravèrent, laissant apparaître des caillots de sang et de tissu, et chaque pas lui causait une douleur atroce. Elle ne pouvait plus se lever sans aide. Dans sa cellule, on gardait un bassin rempli d'eau chaude dans lequel on plongeait ses pieds, en y ajoutant des décoctions d'herbes, mais l'odeur de pourriture ne disparaissait pas. Le médecin essaya de lubrifier les plaies avec un mélange de graisse de porc et de racines broyées, mais le résultat ne fut que temporaire. Des rumeurs circulaient dans le monastère selon lesquelles la maladie de l'abbesse était une punition pour ses péchés et que les murs des cachots étaient imprégnés du sang de ceux qui avaient expié leur chair sur son ordre. Plusieurs sœurs envoyèrent secrètement des lettres à leurs proches, les suppliant de les sortir du couvent. Mais les lettres furent interceptées. Dans l'une des notes découvertes plus tard, cachées dans l'épaisseur du mur, on pouvait lire « Celles qui restent ici mourront ou deviendront folles ». À la fin du mois, l'abbesse ne quittait presque plus son lit. Les serviteurs chargés de s'occuper d'elle se plaignaient que le pus imprégnait les draps pendant la nuit et que la peau de ses cuisses et de son dos commençait à se détacher. Elle exigeait que les punitions continuent et ordonnait que les coupables soient amenés directement à son chevet. Certaines religieuses affirmaient l'avoir vu sourire, bien que ses yeux fussent troubles et larmoyants. Mais malgré sa faiblesse, son pouvoir restait inébranlable. Personne dans le couvent n'osait désobéir car chaque geste était surveillé par les sœurs aînées qui lui étaient fidèles jusqu'au bout. On disait qu'elle recevait en échange des privilèges particuliers et peut-être une partie des revenus provenant de dons secrets qui parvenaient au couvent de sources inconnues. Tout cela n'était que le début. La maladie, les intrigues et la cruauté cachée s'apprêtaient à s'unir dans une série d'événements qui allaient bientôt dépasser les murs du couvent. Les vents d'automne apportèrent au monastère une odeur d'humidité et de feuilles pourries. Mais dans les appartements de l'abbesse, l'air était plus lourd que dans n'importe quel souterrain. Là, sous le plafond bas, des bougies fumaient, et les murs étaient recouverts de tissus épais pour retenir la chaleur. Au lieu d'assister à l'office du matin, Agnès était alitée, entourée de bols de décoction, de cruches de vin chaud et de rouleaux d'herbe. Sa respiration était sifflante, ses lèvres étaient gercées et couvertes de croûtes sanguinolentes. Le médecin, après l'avoir examinée, déclara que la pourriture avait atteint le sang et avertit que sans purification urgente, la souillure se propagerait jusqu'au cœur. Selon la coutume de l'époque, cela signifiait une nouvelle saignée. 2 novices apportèrent un lourd bassin en cuivre dans la chambre. Agnès, gémissante et haletante, fut assise, ses avant-bras attachés avec des sangles, et une veine de son bras gauche fut ouverte d'une profonde incision. Le sang, épais et sombre, coulait lentement, avec une odeur âcre de fer. Le médecin ordonna de continuer, jusqu'à ce que le sang, frais et rouge, coule. Mais le sang rouge ne vint pas, seulement un sang, plus liquide, mais toujours aussi sombre. L'abbesse perdit presque connaissance et fut ramenée dans son lit, enveloppée dans des couvertures en laine.
Entre-temps, un messager arriva au couvent avec une lettre scellée du sceau royal. La lettre annonçait une inspection imminente des biens et des terres du couvent. L'inspection devait avoir lieu dans 2 semaines et serait menée par le représentant du roi, connu pour son intransigeance. Cette nouvelle sema la panique parmi les sœurs aînées. Pendant les années de règne d'Agnès, les registres du couvent avaient été remplis de fausses entrées, dans lesquelles les sommes destinées aux dons étaient en réalité détournées. Les servantes, qui avaient surpris la conversation, se passaient le mot à voix basse. L'abbesse était furieuse. Malgré sa faiblesse, elle ordonna de fermer toutes les entrées secrètes des souterrains et de détruire une partie des listes des religieuses coupables afin de ne laisser aucune trace. Les sœurs aînées se précipitèrent pour sortir des chambres du bas, les chaînes en fer, les instruments de torture et les chiffons sales, imprégnés de sang, et jetèrent le tout dans une fosse derrière les jardins du couvent. Mais la maladie d'Agnès la rendait déjà prisonnière de son propre lit. Les serviteurs remarquèrent que la peau de ses mains commençait à noircir, que ses ongles se détachaient et que la nuit, elle se débattait en s'agrippant aux draps et en criant les noms des religieuses mortes dans les chambres de punition. Une des servantes, une jeune fille nommée Adèle, avoua plus tard, lors d'un interrogatoire, « Parfois, j'avais l'impression qu'elle ne nous parlait pas, mais qu'elle leur parlait, comme si elle les voyait près de son lit. » Les médecins de l'époque ne connaissaient pas le concept d'infection sanguine, mais ils voyaient que la gangrène progressait. Pour extraire le poison, le médecin proposa de placer des cercles métalliques chauffés sur ses pieds et ses cuisses. La procédure était barbare. 2 novices maintenaient l'abbesse pendant que le fer brûlait la chair, laissant des brûlures profondes et une odeur de graisse. Ses cris étaient audibles dans les cellules éloignées, et plusieurs sœurs, effrayées, quittèrent leur poste, préférant se réfugier dans la chapelle. Parallèlement, des rumeurs circulaient dans la ville, selon lesquelles la cour royale souhaitait destituer Agnès. La cour avait une candidate au poste de mère supérieure, la sœur d'un conseiller royal, connu pour sa loyauté et sa volonté de céder une partie des terres à la couronne. Pour Agnès, cela signifiait la fin de son pouvoir, et pour beaucoup de sœurs aînées, la fin de leurs privilèges. Une lutte secrète s'engagea au sein du couvent. Une partie des sœurs avait déjà prêté serment d'allégeance à la nouvelle candidate, dans l'espoir de conserver leur place. D'autres restèrent aux côtés d'Agnès, voyant dans sa mort une menace de révélation de secrets qui pourraient les mener au bûcher. Les soupçons grandissaient. Les servantes étaient rechangées chaque semaine pour les empêcher de parler. Les portes des cellules étaient verrouillées de l'intérieur et les conversations nocturnes pouvaient valoir un séjour dans les cachots. Pendant ce temps, la maladie tuait lentement l'abbesse. Le 3e jour, après les cautérisations, sa fièvre monta si haut qu'elle ne distinguait plus les visages. Les sœurs qui s'occupaient d'elle racontaient qu'elle murmurait quelque chose à propos de « chambres sous l'autel » et d'une dette qui ne pouvait être pardonnée. Au même moment, une jeune religieuse, punie pour avoir tenté de s'enfuir, fut retrouvée morte dans sa cellule. Des rumeurs selon lesquelles sa mort n'était pas accidentelle se répandirent rapidement dans le couvent, mais personne n'osa en parler ouvertement. Le soir, une semaine avant l'arrivée du vicaire, Agnès ordonna de rassembler toutes les sœurs aînées dans ses appartements. Son corps, entouré d'oreillers, ne bougeait presque plus, mais sa voix était ferme. Elle leur rappela que les péchés du couvent seraient partagés entre toutes et que celle qui trahirait serait responsable non seulement devant les hommes, mais aussi devant le Seigneur. Après ces mots, elle s'effondra d'épuisement.
et une odeur de pourriture, plus forte qu'auparavant, flottait longtemps dans la pièce. C'était le moment où la peur à l'intérieur du couvent devint plus forte que la foi. Et personne ne savait encore que l'arrivée du vicaire coïnciderait avec une nouvelle épidémie qui toucherait non seulement l'abbesse. Le matin de l'arrivée du gouverneur était humide. Les portes du monastère s'ouvrirent à contre-cœur. Les lourds battants grinçaient comme s'ils résistaient. 3 cavaliers, vêtus de capes sombres, et 4 gardes à pied armés de lances entrèrent dans la cour. Le gouverneur, un homme grand, au visage émacié et aux pommettes saillantes, exigea immédiatement les clés de toutes les pièces, y compris les caves et les débarras. Le scribe qui l'accompagnait tenait dans ses mains un rouleau contenant la liste des biens du monastère et des lignes vierges pour les annotations. L'abbesse ne put se lever pour accueillir les invités. À sa place, sœur Isolde, l'une de ses assistantes les plus dévouées, apparut dans la cour et, les mains jointes sur la poitrine, annonça que la supérieure était malade et ne pourrait les recevoir que plus tard. Le gouverneur ne répondit rien, mais ordonna de commencer immédiatement l'inspection. La visite commença par les greniers et les celliers. Dans certains coffres, on trouva des tissus coûteux, des fourrures et de la vaisselle en argent qui n'était manifestement pas destinée aux besoins des religieuses. Mais le moment vraiment tendu fut la descente dans les voûtes inférieures, où seules les sœurs aînées avaient accès. La porte était massive, cerclée de fer, et il fallut chercher la clé pendant près d'1 heure. Lorsque le verrou céda enfin, une odeur nauséabonde frappa les narines des personnes qui entrèrent. Dans la première salle souterraine se trouvaient des potences et des bancs en bois vides, et les murs étaient recouverts de vieux tissus moisis. Le gouverneur s'avança dans un couloir étroit et aperçut une petite cellule derrière une grille rouillée. À l'intérieur, il y avait des chaînes fixées au sol et des morceaux de corde pourris. Le greffier prenait des notes sans lever les yeux. Dans la pièce voisine, on trouva des traces de feu et des morceaux de bois carbonisés imprégnés de taches sombres. Les sœurs qui accompagnaient l'inspection gardèrent le silence, mais 2 gardes échangèrent un regard. Tout le monde comprenait que cet endroit n'était pas utilisé pour la prière. Le gouverneur ordonna de sceller les pièces du rez-de-chaussée et de mettre les clés sous bonne garde. À ce moment-là, l'état de la mère supérieure commença à se détériorer. Le médecin, après l'avoir examinée, découvrit de nouvelles lésions sur sa peau et des ganglions enflés sur son cou. Elle pouvait à peine parler, mais lorsqu'elle apprit les actions du gouverneur, elle entra dans une rage folle. La servante Adèle raconta plus tard que l'abbesse, à bout de souffle, avait exigé que les cachots soient nettoyés avant le coucher du soleil. Le même jour, 2 gardes qui surveillaient dans l'entrée furent retrouvés inconscients, dans une étable derrière le monastère, présentant des signes évidents d'empoisonnement. Les vérifications se poursuivirent pendant 2 jours. Dans les cellules de certaines religieuses, on trouva des objets ayant appartenu à celles qui avaient disparu au cours des dernières années. Des chaussures usées, de simples croix en bois, des bouts de lettres. Tout cela fut confisqué et ajouté à la liste des preuves. Mais les témoignages des survivantes étaient plus dangereux. Plusieurs jeunes sœurs ont tenté de parler au préfet des punitions secrètes, mais elles ont été rapidement emmenées par leurs aînés, qui ont invoqué le vœu de silence. Au 3e jour de l'inspection, le préfet demanda à interroger l'abbesse. On l'amena dans un fauteuil, enveloppé dans plusieurs couches de couverture. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, une odeur de pourriture émanait de sa bouche. Il lui posa une question directe
sur la fonction des pièces souterraines. Agnès, le regardant droit dans les yeux, répondit que c'étaient des lieux de pénitence et que dans le couvent, on avait toujours respecté les lois du Seigneur. Le gouverneur acquiesça en silence, mais le soir même, il envoya un messager à la capitale avec un rapport. Cependant, la maladie de l'abbesse et les rumeurs sur ce qui se passait dans le couvent se répandirent plus vite que les documents officiels. Dans la ville, on disait que la supérieure se décomposait vivante et que c'était une punition divine pour le sang versé dans les cachots. Plusieurs pèlerins refusèrent d'entrer dans le couvent, craignant l'esprit contagieux. Pour les sœurs aînées, la situation devenait de plus en plus dangereuse. Elles comprenaient qu'avec le changement de pouvoir, elles risquaient non seulement d'être démises de leurs fonctions, mais aussi d'être traduites en justice. Dans la nuit qui suivit le départ du vicaire, un incident grave se produisit au couvent. La porte des caves scellées fut forcée et une partie des objets qui s'y trouvaient disparut. Personne n'a avoué son forfait, mais tout le monde savait que cela avait été fait sur ordre de ceux qui craignaient de nouveaux contrôles. Pendant ce temps, l'état d'Agnès empirait. Elle ne pouvait plus se retourner seule dans son lit. Son corps était couvert de plaies purulentes de la taille aux pieds. Les servantes changeaient ses draps 3 fois par nuit, mais l'odeur imprégnait tout. Le médecin tenta une dernière fois de purifier son sang, mais l'abbesse perdit connaissance et ne reprit conscience qu'1 jour plus tard, marmonnant que les péchés ne peuvent être enterrés. Ce n'était plus une simple maladie, mais une mort lente et publique du pouvoir. Ceux qui, peu de temps auparavant, s'agenouillaient devant elle, cherchaient désormais des protecteurs dans la ville. Elle allait bientôt découvrir que la lutte pour sa place était entrée dans une phase ouverte et que ses alliés commençaient à disparaître les uns après les autres. L'hiver arriva soudainement, et le froid qui pénétrait jusqu'aux os ne fit qu'intensifier les odeurs dans les couloirs du couvent. La neige recouvrait les toits et les cellules, mais dans les appartements de l'abbesse, où l'on se réchauffait à l'aide de braseros, l'air était lourd et humide comme dans une tombe. Elle ne se levait plus. Son visage était devenu gris, la peau de ses mains était tendue, et ses jambes ressemblaient à des bûches noircies recouvertes d'une fine pellicule. Ses orteils commençaient à tomber les uns après les autres, et le médecin, les emportant dans un chiffon, gardait le silence pour ne pas prononcer l'évidence. La pourriture avait atteint les os. Les sœurs aînées, encore dévouées il y a peu, communiquaient désormais entre elles à voix basse. Elles savaient que leur protection s'affaiblissait de jour en jour. Les lettres du gouverneur étaient déjà parvenues au roi et la nomination d'une nouvelle mère supérieure était discutée dans la ville. Des rumeurs se répandirent parmi les religieuses selon lesquelles la candidate royale était déjà arrivée dans la paroisse voisine et attendait l'ordre d'entrer dans le couvent. À ce moment-là, les alliés d'Agnès commencèrent à disparaître du couvent. Sœur Isolde, son bras droit, disparut pendant la nuit. On ne trouva dans sa cellule qu'une boîte vide et un morceau de robe déchirée. 2 jours plus tard, le médecin du couvent avait également disparu. Plus tard, les servantes chuchotaient que les 2 avaient été emmenés par un passage secret menant à la forêt et laissés là sans moyen de subsistance ni protection, afin qu'ils ne puissent témoigner contre leur nouveau maître. Agnès comprit que le cercle se refermait, son esprit s'éclaircissait, puis s'embrumait. Dans ces moments de lucidité, elle ordonnait de renforcer les portes de ses appartements et de ne laisser entrer personne sans sa permission. Mais les sœurs aînées discutèrent déjà en secret de la manière de la sortir de son lit et de la transférer dans une cellule isolée, loin du centre du couvent,
afin de la priver de toute influence. La décomposition physique renforçait la peur. La peau du dos de l'abbesse ressemblait par endroits à du parchemin, avec des fissures d'où suintait du sang séché. Les escarres dégageaient une telle odeur que même les servantes fidèles, lorsqu'elles changeaient les bandages, se couvraient le visage avec des foulards. Une tumeur de la taille d'un poing apparut sur son cou et sa voix devint sourde et rauque. L'opium qu'on lui donnait pour soulager la douleur la rendait délirante. Elle parlait des religieuses qu'elle avait punies 20 ans auparavant et demandait qu'on les descende de leurs crochets. C'est à cette époque que les premiers actes de désobéissance ouverte ont commencé dans le couvent. Les jeunes religieuses cessèrent de s'incliner lorsque le nom de la mère supérieure était prononcé. Et dans la chapelle, lors de la prière du soir, elles ne récitaient plus les prières pour sa santé. Les clés des réserves de pain et de vin passèrent entre les mains de sœur Agathe, soupçonnée depuis longtemps d'avoir des liens avec les marchands de la ville. Le moment décisif est survenu lors d'une violente tempête de neige. Sœur Agathe et Marion, aidées de plusieurs novices armés, ont fait irruption dans les appartements de l'abbesse. Elle était allongée, enveloppée dans 3 couvertures en laine, les yeux brillants de fièvre. Toute tentative pour la relever provoquait des cris de douleur. Ses jambes ne supportaient même plus le moindre contact. On la transporta dans une cellule froide, près du mur nord, dont les fenêtres ne fermaient pas complètement, et on la laissa avec un seul pot d'eau. Le lendemain, dans le réfectoire, on annonça que la direction du couvent était temporairement confiée à sœur Agathe, en raison de la grave maladie de la mère supérieure. Pour la plupart des religieuses, c'était le signe d'un changement de pouvoir. Les anciens ordres d'Agnès ne furent plus exécutés, mais même isolées, elles tentaient de résister. La servante Adèle, qui avait réussi à se faufiler jusqu'à elle, raconta plus tard que l'abbesse lui avait ordonné de transmettre à la ville des lettres contenant des accusations contre les nouvelles autorités du couvent. Ces lettres ne sont jamais arrivées à destination. Elles ont été interceptées et brûlées dans la cour. Chaque jour, il faisait plus froid dans la cellule et la maladie rongeait son corps de plus en plus vite. La gangrène s'était propagée jusqu'aux genoux. Les tissus se décomposaient, laissant apparaître les os. Ses doigts commençaient également à noircir. Ses articulations étaient enflées et ne pouvaient plus se plier. La respiration est devenue difficile, sifflante, comme si du liquide s'accumulait dans la poitrine. Entre-temps, la nouvelle que le monastère avait été purifié de ses pratiques impies s'était répandue dans la ville. Mais derrière les murs, des clés secrètes étaient toujours cachées dans les fissures de la maçonnerie. Et les sœurs aînées savaient que les salles souterraines n'avaient pas été complètement découvertes. Cela signifiait qu'une partie des secrets d'Agnès lui survivrait. Et pourtant, la fin approchait, et avec elle, devait venir le jour où sa mort ne serait pas seulement la fin d'une maladie, mais le début d'une nouvelle lutte pour le pouvoir. La mort arriva au couvent en silence, mais son odeur se fit sentir bien avant le dernier souffle. Au début de cette semaine-là, l'abbesse n'ouvrait déjà plus les yeux. La fièvre était constante, ses lèvres étaient gercées, et sa langue était tellement enflée qu'elle ne pouvait plus parler. Sa respiration était sifflante, et chaque tentative d'inspirer se terminait par un râle. Son corps dégageait une odeur insupportable, si forte que même dans le couloir, derrière le mur de la cellule, on pouvait sentir la décomposition. Le dernier jour, elle était allongée, immobile, les bras pendants, la peau presque transparente,
avec des veines sombres de pourriture qui rampaient vers ses épaules. Adèle, la servante, la dernière à avoir osé rester près d'elle, lui tenait la main, tandis qu'elle se refroidissait peu à peu. Un peu plus tard, dans la nuit, son souffle s'éteignit. Selon les règles du couvent, la mort de la mère supérieure devait être annoncée lors de la messe matinale. Mais cette fois-ci, la nouvelle se répandit à voix basse avant même l'aube. Immédiatement après le décès, on s'empressa de dissimuler les traces. La nouvelle mère supérieure, sœur Agathe, ordonna de transporter le corps dans une pièce séparée et froide, près du mur ouest, où l'on conservait autrefois le vin. On fit appel au médecin de la ville pour embaumer le corps, mais celui-ci, après avoir ouvert le linceul, recula d'un pas. La chair des jambes était complètement décomposée. Les os étaient visibles à plusieurs endroits. La peau du dos s'était détachée avec la chemise et la cage thoracique dégageait une odeur que ni l'encens ni la résine ne parvenaient à masquer. Selon les règles de l'époque, le corps de la supérieure devait être exposé pendant 3 jours pour permettre aux fidèles de lui faire leurs adieux. Mais dans cet état, cela était impossible. Il fut décidé de célébrer la cérémonie dans un cercueil fermé, soi-disant en signe d'humilité et de modestie. Le médecin tenta grossièrement de retarder la décomposition en enduisant les restes d'un mélange de vinaigre, de cire et d'herbes broyées, mais le liquide continuait de suinter des plaies et d'imprégner le linceul. Toutes les religieuses assistèrent aux funérailles, mais seules quelques-unes pleurèrent. Les jeunes sœurs regardèrent le cercueil sans expression, tandis que les plus âgées, qui étaient encore récemment ses plus proches assistantes, se tenaient à l'écart, évitant les regards. Dans la ville, la nouvelle de la mort d'Agnès fut accueillie avec soulagement. Les marchands espéraient de nouveaux accords commerciaux avec le couvent, et les fonctionnaires royaux préparaient déjà les documents pour transférer une partie des terres à la couronne. Un décret arriva de la capitale. Toute mention de l'ancienne mère supérieure dans les registres du couvent devait être mise en conformité, et les notes relatives aux punitions et aux disparitions devaient être détruites. Cela fut fait le jour même. Les salles souterraines furent murées, et les entrées des voûtes inférieures scellées avec des pierres. Cependant, les rumeurs ont survécu à tous les archives. Les habitants murmuraient que la nuit, près du monastère, on entendait encore des bruits de pas et des sanglots étouffés, comme si quelqu'un errait dans les sous-sols. Les pèlerins qui passaient par là se signaient et accéléraient le pas. Les conséquences politiques furent immédiates. Le roi, ayant obtenu le contrôle total des terres du monastère, nomma sa parente à la tête de la communauté. Et le couvent devint un instrument du pouvoir royal. Les sœurs, restées après le coup d'État, se virent imposer de nouvelles règles, plus de punitions secrètes, un inventaire strict des biens, l'accès obligatoire de l'évêque à toutes les cellules. Mais cela ne concernait que la partie visible. Ceux qui se souvenaient des années d'Agnès savaient que les murs ont une mémoire. 1 an après sa mort, on trouva, dans l'un des autels latéraux, une vieille clé, fissurée, murée dans une niche en pierre. Personne n'avoua l'avoir mise là, mais tout le monde comprit qu'elle provenait des portes des souterrains. Ainsi s'acheva l'histoire de l'abbesse, dont le pouvoir reposait sur la peur, et dont le corps se décomposa plus vite que son nom ne disparut de la mémoire des gens. Sa mort apporta la richesse à la couronne, un nouvel ordre au monastère et une nouvelle légende effrayante à la ville qui sera racontée tant que cette abbaye existera.